Heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Sud Télévision. Voici les titres. Galilée, repas communautaire était le moment fort du lundi de Pâques chez les fidèles de l'église du christianisme céleste. Dans cette édition, les images de ce repas pris en communion sur la paroisse Mont-Sinaï-Calavi centre. Dans un instant, un géant spectacle a réuni sur le même podium une vingtaine d'artistes du département du Koufo, organisé par Alphonse Gbadet sous le parrainage du préfet du Mono, préfet du Koufo plutôt, Christophe Membedi. Ce spectacle s'inscrit dans la promotion des artistes musiciens de la région. Et puis hors du Bénin, la communauté internationale rend hommage à la mère de la nation sud-africaine Winnie Mandela. L'épouse de Nelson Mandela est décédée ce lundi à 81 ans des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Johannesburg. Voilà pour le sommet. Vous suivez l'édition de la mi-journée sur Sud Télévision. Après la Pâque célébrée ce dimanche 1er avril, la communauté chrétienne a commémoré le 2 avril, le lundi de Pâques, la Galilée. La rédaction de Sud Télévision s'est intéressée à l'importance de cette célébration. Le père Gilbert Patinko de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Sotianoué nous donne plus d'explications au micro de Fréjus Seulan et de Damien Pedro. Pour comprendre le sens de lundi de Pâques, dans la célébration de l'Église et en particulier dans la célébration de l'Église au Bénin, nous allons faire marche et nous allons faire un retour en arrière pour comprendre dans la Bible ce que veut dire la Galilée d'abord. La Galilée hier dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Et dans cet évangile, nous avons une précision à l'apparition là où et l'ange qui était apparu aux femmes disait qu'il faut aller dire, et rapportait ces propos-là de Jésus, il faut aller dire aux disciples, aux apôtres que Jésus a déjà ressuscité, et en particulier à Pierre, et il vous précède en Galilée. C'est là que vous allez le rencontrer. Donc la Galilée, en fait, pour être bref, est ce lieu-là de rencontre avec Jésus. C'est ce lieu-là de rencontre avec Jésus. Et nous avons fêté la résurrection du Christ. Voilà. Cette résurrection-là doit pouvoir nous amener à aller à la rencontre du ressuscité. C'est-à-dire le lieu où nous allons le rencontrer effectivement pour constater s'il est vraiment vivant, s'il est vraiment ressuscité. C'est en fait ce qui se passait dans la vie des disciples. Donc Galilée, un peu, c'est le sens théologique qu'on peut donner. Mais au-delà de ça, nous en avons fait une célébration d'envergure les lundis de Pâques, parce que tout simplement pour permettre cette rencontre-là avec le Christ, pour que chacun fasse l'expérience du ressuscité et entre en lui-même. Et spécialement, on a profité de cette célébration, on a donné l'occasion aux enfants. Pour que les enfants qui sont délaissés, ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas la joie de vivre, parce que le premier signe que le ressuscité nous donne, c'est la joie. Et donc, on donne cette occasion-là en dehors même du dimanche de Pâques. On donne cette occasion-là aux enfants de vivre cette joie-là, de s'éclater vraiment pour que réellement ils fassent l'expérience du ressuscité. Et au-delà de cette joie, il y a d'autres signes qu'on peut constater au niveau de la rencontre avec le ressuscité. Il s'agit bien de ce que je peux appeler la paix de la résurrection, la foi de la résurrection et aussi de l'espérance de la résurrection. On parle encore de lundi de Pâques, mais cette fois-ci, dans l'église du christianisme céleste, chez les fidèles de cette congrégation, c'est un jour de grande festivité. Et dans la communion du Christ, après la Galilée à 6 h du matin, les fidèles se donnent rendez-vous dans la soirée sur les différentes paroisses pour le repas communautaire. Sur la paroisse Mont-Sinaï-Calavi centre, les fidèles ont apporté divers mets qui ont été partagés dans la réjouissance. Les responsables de la dite paroisse nous expliquent ici le sens de ce repas communautaire. Propos recueillis par Laurent Roland-Tony Ikes et Damien Pedro. Ça fait partie de la doctrine de notre Église que tous les chrétiens, sur chaque paroisse, cette cérémonie se déroule. On prend le repas communautaire, c'est-à-dire l'union, la résurrection de Christ, ce qu'il nous a apporté, la joie qu'il nous a apporté, l'amour qu'il nous a apporté. On consacre cet amour entre nous et on partage le repas. Chaque foyer amène un repas de sa maison, on rassemble tout, on prie et puis on distribue, tout le monde mange et dans la convivialité. C'est ça la cérémonie d'agapé que nous sommes en train de faire actuellement. Vous le constatez, c'est un sentiment de joie, de réjouissance, les gens sont contents
pour avoir fait une semaine de jeûne et de prière. La semaine sainte, c'est une semaine de jeûne et de prière. Ça, c'est le couronnement des cérémonies marquant la semaine sainte de notre sur la paroisse. Ça, le repas communautaire, c'est la fin des manifestations dans le cadre de la semaine sainte. On fait plusieurs repas communautaires. Lors de nos fêtes des moissons, on fait à Pâques comme vous le constatez. Après la Pentecôte aussi, on célèbre aussi un repas communautaire de la sauce. Mais le repas communautaire de cette fête de Pâques, de lundi de Pâques, a une grande portée spirituelle. Aujourd'hui, c'est toute la paroisse qui partage le repas. Et chacun amène son repas de sa maison. Et tous les repas sont mis ensemble, bénis et partagés entre nous. Donc c'est un signe d'amour, d'union, de fraternité, je ne sais même pas. Mais c'est vraiment un signe d'amour, je vais dire en général, c'est d'amour. On s'aime, c'est une preuve que tout le monde est en communion. Ceux-là qui ne participent pas n'ont pas compris l'évangile, n'ont pas compris le message du Christ. Parce que si vous avez peur, même si vous mangez et Christ a déjà béni, là vous n'aurez rien. Autre chapitre de l'information. La semaine dernière, l'intersyndicale de l'enseignement supérieur a décidé de suspendre sa motion de grève qui s'observe depuis 3 mois. Quelles sont les motivations qui sous-tendent cette suppression? À quoi peut-on alors s'attendre pour la suite? Les réponses avec Vincent Rounedako, secrétaire général du CINES, au micro de Laurent Roland-Tonikis. Le premier point de notre motion, c'est le dialogue. La revue des dialogues, c'est le premier point. Maintenant, dans les revendications, il faut dire qu'il y a des avancées timides, comme je le dis, mais pas totalement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autorité de tutelle est engagée complètement à nous recevoir régulièrement pour négocier et négocier de nos problèmes. Il a même pris l'engagement de nous amener plus loin, pour les problèmes qui ne sont pas à ce niveau, de nous amener plus loin pour négocier avec le gouvernement. Ce qui veut dire que tout d'abord, si je prends les statuts des chercheurs qui est déjà signé avec les arrêtés d'application, donc il faut dire que c'est un pas. Et d'autres points sur lesquels on n'a pas une totale satisfaction, mais on tient quand même à dire que, comparativement à ce qu'on a commencé au départ, il y a eu une avancée. Mais il faut rompre le dialogue. On continue le dialogue. Si bien que dans notre, même le jeudi dernier, on a encore eu une concertation. Et on est parvenu à un accord où la ministre s'est engagée sur ce qu'elle peut faire à son niveau, ce qu'elle doit faire, et ce qu'elle ne peut pas faire là où elle peut nous amener. On a dit qu'on va rencontrer, dans notre motion de grève, on a dit qu'on va rencontrer le ministre d'État, le ministre des Finances, le ministre du Travail, et elle-même. Et elle est d'accord. Elle a même déjà obtenu le rendez-vous pour nous, pour le 9 juin prochain. Donc c'est ce qu'on veut. Et il faut comprendre, on n'a pas levé la motion de grève, on a suspendu la grève. Ce qui veut dire qu'on a donné un moratoire de 2 mois, c'est bien écrit dans notre motion de grève. On a donné un moratoire de 2 mois. Non, vous voyez, les étudiants sont indépendants. Nous aussi, on est indépendants. Si le ministère peut engager un dialogue sincère avec les étudiants, il peut aussi arrêter, mais moi personnellement, je ne peux pas porter le fardeau de l'année blanche. Ce que nous avons montré notre bonne volonté au gouvernement pour dire qu'on suspend et dans l'état de 2 mois, on va commencer par ça. Pour que demain, on ne nous mette pas sur la tête le chapeau de l'année blanche. Le Bénin a accueilli une mission du Fonds monétaire international d'une semaine de travail pour l'évaluation des nouvelles performances économiques. La revue du Fonds monétaire international au Bénin vise surtout à constater ou tenter les engagements pris par le gouvernement et se projeter dans le futur, suivant les propos recueillis du chef de la délégation du FMI, Norbert Toé, et du ministre de l'économie et des finances, propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Les revues que nous faisons, c'est constater à tenter les engagements pris par le gouvernement. Et ensuite, on regarde, on se projette dans le futur. Donc, pour ce qui s'est passé au tenté fin décembre 2017, le programme, la mise en œuvre du programme était satisfaisante. Tous les critères de suivi du programme, aussi bien quantitatifs que les réformes structurelles que le gouvernement devait mener, tout ça a été mené à bonne date.
Donc, satisfaction totale sur ce plan. Maintenant, pour l'avenir, le gouvernement et la mission ne sont parvenus à un accord sur les politiques devant permettre justement de conclure, d'achever cette deuxième revue. Et à la clé, il y aura un décaissement du Fonds monétaire d'environ 16 ou 20 millions de dollars. Nous avons discuté aussi avec les autorités des efforts pour intensifier la mobilisation des recettes intérieures dans le cadre d'une stratégie à moyen terme visant à maintenir la bonne performance déjà qu'on a réalisée que le gouvernement a réalisé au niveau de la mobilisation des recettes intérieures et permettre donc de continuer d'allouer davantage de ressources aux programmes sociaux. Des efforts sont également nécessaires pour renforcer l'évaluation et la hiérarchisation des nouveaux projets d'investissement et plus généralement améliorer l'efficacité de l'investissement public. Enfin, je vais terminer sur un volet qui aussi faisait partie donc, de l'objectif de la mission, c'est que nous avons travaillé avec le gouvernement et d'autres partenaires au développement tels que les Nations Unies et la Banque mondiale pour évaluer les plans sectoriels, stratégies du gouvernement dans le secteur de santé, l'éducation, l'assainissement et l'eau, tels que, en tout cas, prévus dans le plan national de développement du gouvernement. Et cet exercice a pour but de chiffrer les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable, les ODD, comme on les appelle couramment, dans ces trois secteurs, d'ici 2030. Mais je pense que le gouvernement béninois est beaucoup plus ambitieux pour le secteur de l'eau. Il veut l'eau pour tous d'ici 2021. Il n'attendra pas de 2030. Vous savez que le programme avec le Fonds monétaire international est un programme volontaire. C'est un programme que le gouvernement a décidé parce que nous pensons qu'il est important de donner plus de rigueur et de transparence à la manière dont les finances publiques sont gérées. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller à ce programme. Et ce programme, nous constatons qu'il nous permet de pouvoir avoir de l'assistance pour mener à bien des réformes structurelles importantes. Tout à l'heure, j'ai noté 2 points importants dans les réalisations soulignées par le Fonds monétaire international. Le premier, c'est sur les dépenses sociales prioritaires. Lors de la visite de Mme Lagarde, et puis après relayée par la presse, il avait été demandé au gouvernement de veiller à ce que d'ici la fin de l'année, donc que ces objectifs soient atteints. Donc il est heureux de constater que ces objectifs ont été dépassés. Et donc vraiment tout ce qui touche aux dépenses sociales prioritaires et qui concerne les engagements que nous avons pris, les efforts ont été faits pour non seulement les atteindre mais les dépasser pour 2017. Et le gouvernement s'est engagé à en faire davantage pour 2018. Un géant spectacle a réuni sur le même podium une vingtaine d'artistes du département du Koufo, organisé par Alphonse Gbadet sous le parrainage du préfet du Koufo, Christophe Megbedji. Ce spectacle s'inscrit dans la promotion des artistes musiciens de la région. Jonas Bouti était aussi à ce spectacle qui a eu lieu à la Cité de l'Indépendance à Azové. Voici son reportage. Par l'occasion de cette fête de la résurrection du Christ ce jour de Pâques, les artistes du Koufo ont voulu se révéler au monde et en particulier aux populations de leur département. Nous organisons cette fête pour faire plaisir aux populations du Koufo et profiter de l'occasion pour découvrir les artistes du Koufo et les différentes sonorités musicales. Pour le plaisir d'un public qui a fait massivement le déplacement, ces artistes du Koufo ont défilé sur le podium pour montrer leur talent artistique. Au nombre des rythmes exécutés, on note cette nouvelle sonorité que les concepteurs ont baptisée Kpanoupé, une amélioration des rythmes communément exécutés par les femmes du Koufo à diverses occasions. Le Kpanoupé a été beaucoup plus démontré lors de ce spectacle par la frange féminine de ces artistes du Koufo.
Ce spectacle est organisé dans le cadre de la fête de Pâques et nous en profitons pour nous révéler au public comme ceux qui veulent perpétuer la musique du Koufo. Au vu du succès de ce spectacle gratuit pour le public, les artistes du Koufo remercient les initiateurs, notamment le préfet du Koufo, pour une si belle contribution à leur promotion. Au nom de l'ensemble des artistes du Koufo, nous disons un grand merci à Badé Alphonse et M. Kakpo pour l'organisation parce que ça révèle beaucoup d'artistes au monde entier, à la population béninoise. Nous profitons pour remercier aussi le préfet Megbedi Nwensou Christophe pour ses soutiens aux artistes du Koufo, du Bénin et de l'Afrique en général. Démarré aux environs de 20h, ce spectacle s'est poursuivi jusqu'au petit matin de ce lundi de Pâques. Et maintenant, l'actualité hors du Bénin, c'est après le décès de Winnie Mandela, 81 AS, épouse de Nelson Mandela. Les Sud-Africains saluent la mémoire de l'héroïne de la lutte contre l'apartheid. Ils se sont regroupés par groupe devant son domicile juste après l'annonce du décès. Winnie Mandela, 81 ans, est décédé des suites de longues maladies ce lundi dans un hôpital de Johannesburg. Écoutons les réactions. It was a great shock, I must say. As a neighbor, En tant que voisin, je dois dire que la mort de Winnie a été un choc. On a perdu la mère de notre nation parce que c'est vraiment ce qu'elle était pour nous. Les habitants de Soweto, de Orlando West et de tout le pays, donc cela a été très douloureux pour nous. Winnie a été en première du combat contre l'oppression pendant toute sa vie. That has been very, very, very painful for us. Winnie has been at the forefront of the struggle against oppression throughout his life. It's a great loss to our country. C'est une grande perte pour notre pays. C'était la mère de notre nation. Qu'elle repose en paix. In peace. But it's a loss to us. C'est une grande perte pour nous en tant que jeunes femmes. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. C'était une femme forte qui a prouvé aux hommes qu'elle pouvait réaliser beaucoup de choses. Elle s'est toujours battue pour ce en quoi elle croyait. Donc oui, je suis très triste. Really sad, hey? Hommage à Winnie Mandela, le secrétaire général de l'ONU, par l'intermédiaire de son porte-parole, a transmis également ses condoléances les plus sincères à la famille de Winnie Mandela, mère de la nation sud-africaine, décédée donc ce lundi aux Sud-Africains. Écoutons Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général est attristé par la disparition de Madame Winnie Madikizela Mandela, une figure majeure en première ligne de combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle était une voix forte et courageuse dans la lutte pour l'égalité des droits et l'on se souviendra d'elle comme d'un symbole de résistance. Le secrétaire général souhaite transmettre ses condoléances les plus sincères aux Sud-Africains. Et toujours sur le continent, l'Égypte fête la victoire du président Abdel Fattah el-Sisi, réélu avec 97,08% des voix validées, alors que certaines figures de l'opposition la qualifient de mascarade. Dans une déclaration à la télévision nationale, Abdel Sisi promet de parvenir au développement et à la stabilité. Un peu plus d'un électeur égyptien sur 3 donc a voté lors du scrutin des 26, 27 et 28 mars, soit une participation de 41,5% selon l'autorité nationale des élections. Le président réélu a salué les Égyptiens pour leur mobilisation impressionnante lors d'un discours retransmis à la télévision, alors que les forces armées égyptiennes lui ont réitéré leur ferme soutien, promettant de se tenir toujours derrière son leadership avisé. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi lundi par le Parlement, devant lequel il a prononcé un discours au ton conciliant envers l'opposition et le voisin érythréen. Abiy Ahmed, 42 ans, est issu de l'ethnie Oromo, à l'origine d'un mouvement de contestation anti-gouvernementale sans précédent depuis la prise du pouvoir par l'actuel régime en 1991, a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir pour prendre la tête de l'exécutif éthiopien. Et maintenant, au-delà des frontières africaines, depuis 2 siècles, les pilotes du port de Marseille font accoster des plus gros bateaux du monde au cœur de la deuxième ville de France. Un club très fermé à la mission délicate qui accueille 2 nouvelles recrues cette année. Reportage. Opération délicate pour cet équipage. Aborder ce paquebot à l'entrée du port de Marseille.
Le but ? Remplacer le commandant le temps de faire accoster le navire. Depuis 2 siècles, le syndicat des pilotes fait entrer les plus gros bateaux du monde au cœur du premier port de France. Un métier à risque pratiqué par 45 marins sélectionnés sur concours. Malheureusement, chaque année, quasiment, il y a des accidents de pilotes. Donc embarquer, même par beau temps, c'est pas un acte anodin. Il peut tomber de l'échelle, donc passer à la mer. Les premiers embarquements que j'ai pu faire, c'est vrai que c'était, surtout quand il y a du mauvais temps, c'est stressant. Ouais. Tanguy Capitaine est l'une des 2 seules recrues de cette année. Grâce à ce simulateur, il étudie les moindres recoins du port, les courants, le sens des vents et surtout comment manœuvrer tout type de bateau. Alors regarde mon petit Tanguy, aujourd'hui on va rentrer le MSC Divina qui arrive à... Pendant 4 mois, les apprentis travaillent en binôme avec des vétérans de la profession. Le métier a subi une augmentation massive de la taille des navires. Heureusement, les armateurs et les ingénieurs navals font les choses bien parce qu'ils équipent ces bateaux de moyens propulsifs qui sont conséquents. Mais même avec des moteurs perfectionnés, les géants des mers ont un talon d'Achille. Leur force d'inertie qui les oblige à parcourir parfois plusieurs kilomètres avant de s'arrêter. Entre les mains des pilotes, la vie de tout l'équipage et des milliers de tonnes de fuel. Les risques dans le port, ils sont nombreux, notamment à Marseille avec le vent, le Mistral qui fait dériver les bateaux. Le risque, donc, c'est de ne pas maîtriser son bateau, de se laisser dériver, de se laisser emporter, et puis éventuellement de rentrer dans un quai, d'abîmer la grue ou même d'avoir des accidents qui peuvent être graves pour le personnel portuaire notamment. Une vie exigeante qui offre tout de même un certain confort. Les pilotes sont payés à la tâche et l'accostage d'un bateau est facturé en moyenne 800 €. Par ailleurs, ces anciens marins au long cours peuvent désormais passer plus de temps avec leur famille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes Sud Télévision. Au revoir.